Pour incarner le propos, commençons par un exemple axiomatique qui pose, par un exemple, l'axiome depuis lequel je pars pour penser en termes de stratagème. En anthropologie, aujourd'hui, il faut faire un choix. Ou bien les surnatures sont, ou bien elles ne sont pas. L'anthropologie métaphysique aujourd'hui, celle de Mohamed Ahmed Méziane, suspend son jugement. Il faut faire comme s'il y avait des dragons sous la terre, des esprits dans les bois et des dieux dans les cieux. L'anthropologie, en revanche, du tournant ontologique, plutôt représentée par Descola, affirme, elle, il y a une pluralité des mondes, une réalité des esprits, des êtres de rêve. Le gibier est offert par le gardien des bois, le saumon nous parle et les pierres vibrent. Mon travail va dans un autre sens. À mon avis, le choix, c'est que les surnatures ne sont pas, et que par conséquent, elles expriment autre chose. Paulien, un compilateur de stratagèmes du 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, rapporte que lors de sa conquête des Indes, Bacchus, ou Dionysos, afin d'être reçu plus aisément dans les villes, ne menait pas ses armées à découvert. Au contraire, écrit Paulien, ses troupes étaient vêtues de robes légères et de peaux de cerf. Les javelots étaient ombragés de lierre, et l'on ne voyait pas la pointe dont les thyrses étaient garnis. Les sonnettes et les tambours tenaient lieu de trompettes, et les ennemis domptés par le vin ne s'occupaient que de la danse. Fin de citation. Son orgie, en somme, cachait une armée. L'orgie de Dionysos cache, en réalité, l'avancée d'une troupe. Paulien en tire une réflexion, il en tire un axiome qui sera très utile pour nous dans notre recherche sur les stratagèmes. Les mystères orgiaques, les mystères religieux, les mystères théologiques sont en réalité des, ouvrez les guillemets, représentations, fermez les guillemets, de ruses. Les mystères sont des ruses dissimulées. J'ouvre les guillemets, je lis une citation. En un mot, tous les mystères auxquels on a donné le nom d'orgie ne sont qu'une représentation des ruses dont Bacchus s'était servi pour assujettir les Indiens et les autres peuples de l'Asie. Fermez les guillemets. Les robes et les peaux de cerf révèlent des soldats, les bâtons de lierre des javelots, les rythmes festifs sont une cadence guerrière, le vin un toxique et les danses un leurre. Le dionysisme religieux, accompagné de ces bacchanales de lait, de lierre, de ménades nues et de ravages orgiaques, est en réalité, pour Paulien, l'expression ritualisée, a posteriori, de stratagèmes plus anciens, mis en œuvre par un Dionysos non pas représentant d'une croyance religieuse, mais un Dionysos conquérant, chef de guerre. Dans la mythologie grecque, Dionysos est aussi utilisé comme une représentation d'Alexandre et des conquêtes d'Alexandre de Macédoine qui se sont étendues jusqu'en Inde. Avec ce texte, Paulien propose bien plus qu'un exemple de ruse. Il postule, à travers lui, toute une manière originale, rationaliste, d'interpréter le monde et ses mystères en les réduisant, sous leur aspect effectif, à des stratagèmes. Je vais commencer par exposer l'actualité du stratagème en termes d'intérêt philosophique dans le présent, puis ensuite j'exposerai un certain nombre de problèmes que pose l'étude des stratagèmes. Actualité du stratagème. Une philosophie des stratagèmes doit son actualité à 4 conjonctures. Une conjoncture, une sociale, une conjoncture qu'on pourrait dire historico-philosophique, historico-politique, 2, une conjoncture technique, 3, et une conjoncture, là, philosophique, 4. Première conjoncture. La première conjoncture est la généralisation d'une lecture pessimiste du monde social. Dans celle-ci, les relations recèlent des pièges.
Tout lien est perçu à la manière dont Balzac, dans Les Chouans, perçoit le paysage vendéen. J'ouvre les guillemets. Les haies si fleuries de ces belles vallées cachaient alors d'invisibles agresseurs. Chaque champ était alors une forteresse. Chaque arbre méditait un piège. Chaque vieux tronc de saule creux gardait un stratagème. Le lieu du combat était partout. Fermez les guillemets. Le sentiment exagéré, selon lequel des intentions perverses, manipulatrices, teintées de jouissance, traverseraient la société de part en part, y compris au plus haut sommet des institutions politiques. On se souvient du livre de Marc Joly sur la figure du président, est devenue monnaie courante. La figure du, ouvrez les guillemets, Machiavel des tabloïds, le pervers narcissique, dont la pensée est perverse, hante les interactions sociales ordinaires comme un nouveau croque-mitaine. Les relations nous apparaissent comme des nœuds, ces nœuds des systèmes de prise et de déprise. La société tout entière, du couple au corps politique en passant par le travail et les sectes, n'est qu'un kaléidoscope fractal d'emprise, comme dit Pascal Jamoul dans Je n'existais plus. L'emprise tend à se répéter, tel un objet fractal, à travers toutes les dimensions des interactions sociales. Comme si, en quelque sorte, la fin des grands récits, le désenchantement du monde et la critique achevée des structures objectives de la domination laissaient place à un désert chagrin, ne tenant plus que par une multitude de complots, de machinations et l'enchevêtrement infini et précaire de leur manigance. Dans un tel contexte où le conspirationnisme devient le grand récit d'un monde sans récit, comme le dit Chapoutot dans son livre Le Grand Récit, paru en 2021, l'étude du stratagème dans toutes ses dimensions est primordiale. Il en va du sens même de la vie sociale mise à nu. C'est donc la première conjoncture. Un sentiment que, face à un effondrement des structures symboliques, des modes de narrativité, on ne perçoit plus le monde et les interactions sociales qu'à travers des systèmes d'emprise et des stratagèmes. Il faut donc comprendre ce que c'est que le stratagème, comprendre ce que c'est que ce lien particulier qui n'est pas un lien ordinaire, qui n'est pas un lien quelconque. Deuxième conjoncture. La deuxième conjoncture touche à une mutation dans le concept de guerre. Depuis quelques années, la vision clausewitzienne de la guerre a perdu son prestige. On peut lire par exemple Catherine Haas, Aujourd'hui la guerre, paru chez Fayard en 2019. Clausewitz considérait que les stratagèmes, petites ruses brutales, ne pouvaient, en ce qui concerne la guerre, que, ouvrez les guillemets, ramener le monde à la barbarie. Fermez les guillemets. Il revendiquait, contre cela, la haute stratégie et le Schlacht, c'est-à-dire la belle et grande bataille bien rangée de deux armées qui se font face. Mais une telle représentation de la guerre n'est acceptable que dans le cas où le nœud des conflits peut être tranché dans un combat décisif, lisible et défini. Or, ça fait maintenant pas mal de temps, au moins depuis les années 50 si ce n'est avant, que la multiplication mondiale des petites guerres, des guerres de guérilla, guerres insurrectionnelles, guerres civiles ou urbaines, guerres de pacification et de contre-insurrection, les opérations spéciales et autres conflits dispersés sans résultat définitif et auxquels ne peut répliquer qu'une série de contre-attaques inattendues, d'actes de terrorisme multiforme ou de guerres hybrides ou infinies qui sont elles-mêmes non revendiquées comme guerres, on peut considérer qu'à partir de tout cela, la réalité de la guerre a donné tort à Clausewitz. En effet, selon Lahederich, le nouveau zeitgeist des bellicosités contemporaines est au procédé indirect. On doit l'intelligence fine des situations actuelles
plutôt à Sun Tzu, Frontin ou Machiavel qu'aux stratèges prussiens, qu'à Clausewitz. Pierre Laëderich, dans son avant-propos à la réédition des stratagèmes de Frontin en 2016, écrit « Osons le paradoxe. Le monumental traité de Clausewitz paraît moins d'actualité que Frontin, Sun Tzu ou Machiavel, c'est-à-dire des penseurs bien plus anciens que Clausewitz. L'esprit actuel de la guerre est à un retour de la prédominance problématique des stratagèmes sur la stratégie et la tactique. Un enjeu de ce travail est de reformuler le sens du concept de guerre à l'aune du concept de stratagème et de ce qu'il implique par rapport à la dimension stratégique, la dimension tactique et, entre les deux, la dimension opérationnelle. Troisième conjoncture. La troisième conjoncture, lointaine en apparence, mais centrale en réalité, a trait à l'avènement technique et conceptuel de ce qu'on appelle l'algorithme. Si le stratagème est un objet éminemment actuel, c'est aussi parce qu'on a pu remarquer qu'il constitue le prototype de ce que nous nommons aujourd'hui algorithme. Lorsqu'on ne le pense que de manière mathématisée, informatisée et globalement réifiée, extériorisée. Un algorithme est une espèce d'opération intentionnelle, technicisée, dont le genre archaïque remonte, contre toute attente, aux stratagèmes les plus divers. Le mathématicien français Jean-Luc Chabert a montré que le concept chinois de shu-she, je le prononce pas correctement, qui veut dire procédé ou stratagème, est employé aussi bien dans les arts martiaux, pour décrire les techniques martiales, qu'en mathématiques. Selon lui, l'algorithme est l'ultime avatar d'une plus longue histoire qui est celle de la forme de rationalité, de la mentalité qui préside ou qui régit la production, l'invention de stratagèmes. La préhistoire de l'algorithme, c'est l'histoire du stratagème. Stratagème qu'on trouve dans la divination, dans le droit, dans la rhétorique, parfois même dans les opérations de grammaire, dans la cuisine, évidemment, les recettes, et dans la médecine, et évidemment la guerre. En somme, toute procédure indirecte impliquant une forme d'automatisation des opérations et une forme de dissimulation de cette automatisation des opérations et de l'intention qui la dirige est quelque chose qui remonte à l'histoire du stratagème. Quatrième conjoncture. La quatrième conjoncture relève de la pratique de la philosophie en général. Pendant longtemps, l'histoire de la philosophie a été le sommet de la pratique de la philosophie. Faire de la philosophie, c'est faire de l'histoire de la philosophie. Pourquoi ? Parce que faire de la philosophie, c'est d'abord comprendre l'histoire des traditions de textes textuels philosophiques, de la cohérence des systèmes de pensée de manière interne au texte, puis ensuite l'histoire des polémiques, des débats, des discussions théoriques entre les différents philosophes dans des contextes historiques déterminés, et enfin l'histoire des institutions qui ont permis à la philosophie de devenir non pas seulement un savoir qui se diffuse à travers des savants qui se nomment eux-mêmes philosophes, mais quelque chose qui va être enseigné à l'école, à l'université. Or, depuis un certain temps, l'histoire de la philosophie est devenue une histoire de l'histoire de la philosophie. C'est-à-dire que l'étude des textes philosophiques a laissé lentement la place à l'étude des institutions qui nous font étudier les textes philosophiques. En remontant par exemple à l'institution du canon de Victor Cousin au XIXe siècle, dans un côtoiement particulier avec ce qui se passait en même temps en Allemagne à travers la figure de Hegel, qui radicalisait le mouvement d'institutionnalisation universitaire de la philosophie.
Mais l'on sent que ce mouvement réflexif de l'histoire de la philosophie sur l'histoire de la philosophie elle-même modifie un peu le rapport à la philosophie, à sa pratique. Car faire de la philosophie ne devient plus seulement faire de l'histoire de la philosophie, mais ça devient faire la critique des institutions et des crises des institutions. Un ancien professeur disait qu'après l'histoire de la philosophie devait être cela, l'analyse, la réflexion et la critique de la crise des institutions dans lesquelles nous sommes ici et maintenant. Faire de la philosophie, c'est peut-être de nous dire cela, disait-il, rejetez vos institutions, rejetez les illusions et préparez-vous à la lutte relative à ces crises institutionnelles. Le concept de stratagème, en fait, articule cette double exigence. Critique des crises des institutions et propédeutique au nouveau conflit. Pourquoi ? Parce que d'un côté, quiconque étudie des stratagèmes s'arme à démystifier un certain nombre d'opérations se jouant obscurément dans les institutions en crise. Les institutions, soudain, apparaissent non plus comme institutions, mais comme faisceaux, concrétions de stratagèmes complexes, impliquant des intérêts complexes. D'un autre côté, l'éventail bien compris des stratagèmes, plus nous étudions les stratagèmes, nous permet de nous préparer intellectuellement et pratiquement à un certain type d'action et de pratique relatif au monde. Autrement dit, le programme philosophique qui consiste à analyser la crise institutionnelle à travers le concept de stratagème et le programme qui consiste à préparer à l'action est réalisé à travers ce concept, puisque démystifier une institution, c'est en révéler les stratagèmes immanents, et se préparer à l'action, c'est maîtriser des stratagèmes pour nous-mêmes. D'un côté, donc, la généalogie du concept de stratagème, appuyée sur la philologie, offre à l'étude des stratagèmes sa place, si l'on veut, dans l'histoire des idées, dans l'histoire de la philosophie en général. Mais de l'autre, par la nécessaire exploration d'un corpus de manuels de stratagèmes, exposant une multiplicité de stratagèmes précis et singuliers, le faire philosophique, la manière de faire de la philosophie, cesse de regarder la philosophie, de critiquer la philosophie, de réfléchir à la philosophie, pour se donner un socle de données, ex datis, un ensemble de données historiques et anthropologiques, dont il faut questionner l'authenticité, bien entendu, une base informationnelle et empirique, concrète, au moins narrativement, que, d'ordinaire, le discours de la philosophie sur lui-même ne se donne pas. Ouvrir la philosophie à ce qui n'est pas a priori philosophique, le stratagème, pour élargir la base de la philosophie. Arrivé à ce point, on peut dire qu'on a un certain nombre d'intérêts conjoncturels à travailler sur les stratagèmes. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est d'exposer quelques petits problèmes, formulés le plus simplement possible, qui touchent à la question du stratagème, à différents niveaux. Pour la philosophie d'abord. Donc, problème numéro 1. Rien ne serait plus surprenant pour un philosophe qu'une philosophie des stratagèmes. La possibilité même d'une articulation théorique entre philosophie et stratagème n'a absolument rien d'évident. Cela sonne, au contraire, comme un oxymore, comme une opposition. Pourquoi ? Parce que l'histoire de la philosophie occidentale, si on remonte au grec, est bien plutôt celle de l'antagonisme entre philosophie et stratagème, en tout cas l'antagonisme revendiqué. En se positionnement théoriquement contre la pratique sophistique du savoir et du langage, en général, Platon, par exemple, construit une philosophie articulée à un déni, le déni des stratagèmes, ou en tout cas le refus, le rejet des stratagèmes. Alors même qu'il nous paraît de plus en plus évident, et c'est une critique ancienne de Platon, que toute la philosophie platonicienne est articulée sur des stratagèmes de type dialectique, sur des ruses philosophiques, voire parfois sur des mensonges, le pieux mensonge de la cité, ou l'utilisation des mythes à des fins propédeutiques ou pédagogiques. Bref, même si la philosophie de Platon s'articule sur des stratagèmes, elle considère que sa mission, sa tâche, en tant que philosophie, c'est de produire des
non-stratagèmes, minimalement des contre-stratagèmes, qui luttent contre les stratagèmes des sophistes, donc des stratagèmes antisophistiques. Par ailleurs, le mot sophismos en grec veut dire sophisme, mais il veut dire aussi ruse, stratagème. Pour Platon, l'objectif de la philosophie, ce n'est pas de produire un monde dans lequel régneraient les stratagèmes. Au contraire, l'objectif de la philosophie, c'est d'arriver à convaincre, à travers la voix de Socrate, par exemple, que nous pouvons vivre dans un monde dit juste. Le monde juste, c'est le monde contraire du monde de Thrasymachie. C'est le monde contraire des sophistes, de leur brutalité, de leur mensonge perpétuel. Et pourtant, la philosophie platonicienne n'est pas purement et simplement rationnelle et démonstrative, elle multiplie les stratagèmes, au point que la figure de Socrate apparaît de temps en temps comme celle de quelqu'un qui paralyse, qui envoûte et qui possède ses adversaires. De ce fait, les stratagèmes platoniciens sont systématiquement justifiés comme pis-aller nécessaires dans la polémique et le processus dialectique à la mise en œuvre de la recherche de la vérité, du bien, du juste et de la doctrine conséquente. Autrement dit, le fait pourtant frappant qu'il s'agit de stratagèmes et que c'est d'eux que la théorie tire sa légitimation n'est quant à lui jamais conceptué authentiquement comme tel. Il y a bien des textes de Platon sur le mensonge, sur la tromperie, sur la dissimulation, mais une théorie des stratagèmes, cela, non. De Platon à Foucault, en incluant Machiavel et Nietzsche, le discours philosophique est pourtant intégralement traversé de gestes théoriques rusés, voire de fantasmes de grandes ruses ontologiques et dialectiques, opérant à l'échelle de la nature, ruse de la nature, ruse de l'histoire. On connaît les textes de Kant, on connaît les textes de Hegel, parfois de Marx, ou même des ruses plus complexes, comme celle de Walter Benjamin, avec son joueur d'échecs mécanique, qui est une sorte de ruse du matérialisme historique, qui se dissimule comme nécessité mécanique, alors qu'elle est en réalité mue par une énergie de type théologique. Le joueur d'échecs est mécanique, mais sous la table, celui qui manipule la marionnette mécanique, c'est bien une naine, et cette naine, elle est vivante, c'est la théologie, selon Walter Benjamin. Il y a donc bien des ruses, des stratagèmes continuellement dans la philosophie même, et c'est même les nœuds philosophiques parfois les plus intéressants. On passe évidemment sur les stratagèmes multiples, des mécanismes de défense de l'inconscient, soit chez Jung, soit chez Freud, ainsi que, plus récemment, chez Jean Viulac, le concept central de machination, ou chez Bruno Latour, la multiplication de l'idée de conspiration, de faisceau conspiratif. Bref, l'idée que le stratagème peut être un concept et servir de fil directeur à l'explication du monde et même de l'opération philosophique par excellence, n'est pas assumée comme telle. Il faut donc le faire. En ce sens, une philosophie des stratagèmes est dans un premier temps une philosophie réflexive et critique des conditions de possibilité du discours philosophique en général, comme arsenal de certains stratagèmes discursifs précis et déterminés, rendant possible justement le vaste nuancier de ces productions, de ces thèses, de ces théorèmes et de ces poèmes. Il y a des stratagèmes proprement philosophiques, et que signifient-ils ? Comment fonctionnent-ils ? Deuxième type de problème. Dans un second sens, une, entre guillemets, philosophie des stratagèmes est une histoire du terme en tant qu'idée et concept. Nous devons la redécouverte du stratagème à d'excellents chercheurs, philosophes et traducteurs. Mais c'est du côté de la philologie et de la Quellenforschung internationale, c'est-à-dire de l'étude critique des sources textuelles, qui viennent d'Italie, allemande, américaine aussi. C'est de côté de cette recherche-là, des textes philologiques, que les fondements lexicaux, c'est-à-dire les termes employés pour décrire le concept de stratagème et son faisceau sémantique, ont été le mieux et le plus rigoureusement mis à plat et conceptualisés. Donc si on veut étudier le stratagème, il faut d'abord étudier le mot, pour après l'étudier comme concept. La publication du livre d'Everett Wheeler en 1988 s'était présentée comme la synthèse critique des travaux de Lamer, Pritchett, Brizzi et Caigi,
et d'un même geste, comme les prolégomènes d'un projet plus vaste. Everett Willer, un philologue spécialiste des stratagèmes dans le vocabulaire gréco-latin, récapitulait les travaux de recherche depuis un certain nombre d'années et proposait que sa propre recherche serve de prolégomène à un autre projet, à un projet plus vaste. Willer affirmait qu'avant lui, j'ouvre les guillemets, ni l'histoire de stratagema, le mot grec pour stratagème, en tant que mot, ni celle de son vocabulaire en tant que concept n'avaient été entrepris. Et que son enquête philologique serait la première étape indispensable pour étudier le stratagème en tant qu'idée. Disait-il, car, ouvrez les guillemets, toute tentative d'écrire l'histoire d'un concept, fermez les guillemets, devrait prêter une attention particulière au, ouvrez les guillemets, langage de ce concept. En ce sens, le premier moment de conceptualisation et d'historicisation de l'idée de stratagème consiste, dans mon propre travail, dans le propre travail de recherche proposé collectivement, en une reconstruction théorique des données positives de la philologie. Autrement dit, ce qu'on a acquis sur le vocabulaire du mot stratagème, maintenant, il faut le faire passer au niveau conceptuel. Le caractère surprenant d'une telle spéculation repose sur un paradoxe. Et c'est là le problème. Le stratagème est proprement une idée sans véritable idée. Un concept sans concept. Le stratagème est de l'ordre des moyens et de l'instrumentalité. Il renvoie à une catégorie relative qui ne présuppose aucune essence. Son intention, sa définition, est aussi pauvre, en apparence, que large est son extension. Tous les cas qui tombent sous la catégorie de stratagème. Pour en faire l'histoire en histoire des idées, il faut donc l'envisager à travers ce qui n'est pas lui. Stratégie, tactique, dispositif, position, machine, machination, ruse, algorithme. Donc, pour faire un concept du mot stratagème, il faut d'abord en passer par une confrontation avec d'autres concepts, plus rassurants pour la philosophie. De plus, la philologie, comme on a dit, nous apprend que le réseau sémantique et lexical du terme stratagème, entretient une relation paradoxale avec la philosophie. Le stratagème est associé à chacun des termes essentiels de la philosophie classique, mais leur confère une connotation rusée qui, justement, les excepte d'un devenir proprement philosophique. Par exemple, la sophia, dans l'usage stratagémal, au sens de stratagème, est une forme de ruse, et non une sagesse. La phronésis est, dans le contexte stratagémal, une forme d'habileté astucieuse, capacité à mettre en place des expédients, et non une sagacité ou une prudence, comme le dit Aristote, c'est-à-dire une action délibérée accompagnée de règles droites. Le sophismos, le sophisme dont on avait déjà parlé, est un sophisme pour le philosophe, mais il est en même temps un stratagème pour le sophiste. C'est-à-dire une opération d'un certain type. Non pas seulement quelque chose de faux, mais quelque chose qui agit d'une certaine manière. On pourrait multiplier les exemples de ces vocabulaires qui, quand ils sont pris dans le contexte de la philosophie, ont un sens technique, philosophique, et quand ils sont pris dans le contexte paraphilosophique, non philosophique, stratégique, stratagémique, alors changent de sens et se recoupent ou se reconfigurent différemment. La seconde acception, donc le second sens problématique d'une philosophie des stratagèmes, en tant qu'histoire d'une idée, a pour problème fondamental de s'inscrire par-delà et en deçà de l'usage proprement technique et philosophique des concepts. Ce qui fait du concept de stratagème un concept préconceptuel, dont le sort est peut-être ou bien de mettre à bas la tradition philosophique, ou bien de l'élargir. Troisième problème, troisième sens de ce que pourrait être une philosophie des stratagèmes. C'est celui qui vaut plutôt pour la question de l'histoire.
le chevalier de Folard, un végès français du XVIIIe siècle, dit que, ouvrez les guillemets, rien ne prouve davantage la nécessité de l'étude de l'histoire que les ruses de guerre. Rien ne prouve davantage la nécessité de l'étude de l'histoire que les ruses de guerre. Pour Folard, étudier l'histoire, c'est intéressant, parce qu'on va y étudier les ruses de guerre. Pour Folard, le souci de l'histoire est souci des stratagèmes. Or, nous dit-il, ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'ils ont toujours leur effet. Aussi, interroger les stratagèmes, c'est se poser la question de savoir comment se fait-il, ouvrez les guillemets, que l'on donne tout au travers, qu'on tombe dans un stratagème, alors qu'il y en a un très grand nombre de stratagèmes qui ont été, depuis très longtemps, pratiqués 1000 fois et éventés. Folard se demande comment se fait-il que nous tombons dans des stratagèmes, dans des ruses qui sont pourtant largement éculées, déjà critiquées, déjà démystifiées. Folard, en disant ça, présuppose, au fond, qu'il y a quelque chose comme une répétition dans l'histoire, qu'il y a quelque chose dans le processus historique qui se répète, et c'est justement les mêmes pièges, les mêmes ruses, les mêmes stratagèmes. À mon sens, une philosophie des stratagèmes doit étendre ce problème et le poser comme il suit. S'il existe une permanence et une répétition, une perpétuation de stratagèmes qui ont toujours leur effet, malgré leur secret éventé plus de, nous dit Folard, 1000 fois, peut-on espérer accéder, via l'étude des stratagèmes, via l'étude des récits de stratagèmes, à une sorte d'invariant transhistorique qui impliquerait de faire une anthropologie invariante des mêmes stratagèmes, dont la réalité, pourtant, toujours nécessairement événementielle, un stratagème c'est un événement dans le monde, c'est pas un vaste mécanisme, un vaste processus, c'est un événement, dont la réalité toujours nécessairement événementielle ne se manifeste donc jamais que de manière aléatoire et conjoncturelle, autrement dit qui renvoie à l'histoire au sens d'événement. Si je récapitule ce problème, d'un côté les stratagèmes sont des événements ponctuels, conjoncturels, de l'autre ils se répètent, ils reviennent, ils font retour, non pas par cycle, non pas par grands procédés saisonniers de type d'Oswald Spengler dans le déclin de l'Occident, mais ils reviennent. Et en ce sens-là, on pourrait articuler une conception de l'anthropologie qui recherche les invariants de l'expérience humaine, d'une part, et une conception de l'histoire fondée sur l'attention à la singularité des événements, d'autre part, qui articulerait invariants anthropologiques et événements conjoncturels historiques. En cela, chaque époque, chaque moment historique, devrait alors être pensé en fonction d'une question directrice simple. De quel stratagème cette époque est-elle encore la dupe? De quoi sommes-nous encore dupes à tel moment du temps? De quoi les gens de la Belle Époque étaient-ils dupes? De quoi les gens des années 50 étaient-ils encore dupes? De quoi sommes-nous encore les dupes? Cette question, à la fois simple et presque populiste en un sens, tient cette articulation entre anthropologie et histoire. Peut-on déduire les caractéristiques politico-culturelles d'une époque, une vision du monde, une histoire culturelle par exemple, peut-on déduire ces caractéristiques à partir non pas des idées seulement et des représentations, mais de l'ensemble des opérations, des stratagèmes effectifs qui y sont encore ou qui y redeviennent effectifs. L'hypothèse de la partie empirique de ce travail sur les stratagèmes, c'est donc que le stratagème est le concept le plus pertinent, le plus précis et le plus adéquat pour penser une multiplicité d'invariants anthropologiques
dont les surgissements sont néanmoins relatifs à des situations variées, toujours pris dans des conjonctures complexes, qui refusent à la fois un déterminisme grossier, mais qui refusent inversement un indéterminisme irrationaliste. Quatrième ensemble de problèmes, et là, j'en proposerai 3 sous-problèmes. Les manuels antiques de stratagèmes, les textes que nous avons, qui nous restent sur les stratagèmes, c'est ce qui va constituer une sorte de premier socle empirique, historicisé, circonstanciel, à un travail de problématisation conceptuelle des stratagèmes. Sauf qu'on trouve des problèmes à chaque fois dans ces manuels. Premier sous-problème, sous-problème numéro 1. Sun Tzu, dans L'Art de la guerre, formule le problème que pose un manuel de stratagème en général. Il y a un problème dans l'idée même de faire un manuel de stratagème. Il le formule à l'article 6 et 7. D'un côté, nous dit-il, vous ne sauriez vaincre vos adversaires, ouvrez les guillemets, si vous n'usez de votre part les petits stratagèmes dont je viens de parler, dit-il à l'article 7, page 48-49. D'un autre côté, dit-il, quand j'ai remporté une bataille, je ne répète pas ma tactique, mais je réponds aux circonstances selon une variété infinie de voies. Article 6, paragraphe 39, page 39. Autrement dit, d'un côté, on ne peut pas vaincre sans étudier les stratagèmes du passé. De l'autre, il ne faut jamais répéter ces tactiques et il faut répondre aux circonstances en improvisant toujours des voies nouvelles. Tout se passe comme si l'étude des manuels de stratagèmes n'était pensée que pour être liquidée et oubliée. Il faut étudier les stratagèmes, mais on ne peut pas vraiment les reproduire, il faut en inventer de nouveaux. Ce phénomène tient à un autre paradoxe, plus classique celui-là. Un manuel de stratagèmes, en exposant les stratagèmes, non seulement les transmet, et les fait connaître, mais les évente. C'est une transmission qui évente, démystifie le stratagème. C'est ce que dit Althusser ou ce que disait Rousseau à propos de Machiavel. C'est tout l'enjeu, par exemple, de l'interprétation républicaine du prince de Machiavel. En conseillant publiquement le prince, il arme le peuple contre lui. Aussi, l'historicisation et la contextualisation de la production de ces manuels fait apparaître le plus souvent que on se met à compiler des manuels de stratagèmes, on se met à écrire des manuels de stratagèmes et à les divulguer très souvent dans des moments de crise institutionnelle. Historiquement, c'est le cas. À l'aube de grandes transformations structurelles dans les logiques de pouvoir, apparaissent des auteurs comme Machiavel, comme Han Fei, qui posent des traités de stratagèmes à la fois rationnels et soucieux de la vérité réelle du pouvoir. Han Fei, par exemple, un légiste chinois du IIIe siècle avant Jésus-Christ, écrit à la veille, à quelques encablures, à quelques années de la fondation du premier empire chinois. Machiavel, lui, il a été plusieurs fois montré par Althusser et par d'autres qu'il anticipe dans ses textes, dans Le Prince, une forme de pouvoir qui n'existe pas encore et qui constituera ce qu'on appelle l'État-nation et l'unification, par exemple, de l'Italie. Paulien, un autre compilateur de stratagèmes, écrit au moment même où Marc Aurèle, les stratagèmes de Paulien sont dédiés à Marc Aurèle, fort de 18 ans de guerre aux frontières, réforme considérablement l'administration impériale pour la militariser, parce que quelque chose commence à décliner dans l'Empire, qui s'effondra réellement 200 ou 300 ans plus tard. Il semble que le manuel de stratagème, donc, n'apparaisse historiquement qu'à l'occasion d'une structuration des formes de pouvoir se tenant entre chien et loup, soit pour anticiper une nouvelle forme dont on ne conçoit pas encore la théorie dogmatique, soit
pour enregistrer le déclin des pratiques de l'ancienne. Entre chien et loup, le manuel de stratagème apparaît pour anticiper une forme qui vient, ou bien pour enregistrer le déclin de l'ancienne forme. Deuxième sous-problème, petit sous-problème numéro 2, c'est celui du statut des stratagèmes. D'un côté, le manuel de stratagème se propose à l'attention du souverain, on l'a dit. Machiavel s'adresse au prince. Au duc d'Orbin, Han Feize s'adresse à Qi Shi Huangdi, le futur empereur de Chine. Et Paulien dédie son livre à Marc Aurèle, par exemple. En ce sens, il doit être imprécis, réaliste et efficace dans l'art de vaincre. Il doit être fondé rationnellement. Il doit avoir un sens pragmatique et efficace pour la logique du pouvoir. D'un autre côté, de fait, on y trouve très souvent des récits de stratagèmes largement fictifs et délirants. J'ai commencé par introduire un stratagème de Paulien qui parle d'un stratagème de Dionysos. Le plus souvent, il s'agit aussi de récits historiques erronés qui n'ont tout simplement pas eu lieu. Parfois, ils viennent carrément de fables. Le problème de taille concernant ce fait-là consiste à comprendre quels sont les effets pragmatiques, voire performatifs, d'une pensée qui se présente d'une part comme le fruit d'un rationalisme pragmatique efficace, mais qui, néanmoins, s'étaye sur des traditions et des exemples qui sont parfois de pure fiction, de simples mythes. Entre parenthèses, Alain Badiou, dans Logique des mondes, étudie par exemple la bataille de Gaugamel, qui est une grande bataille qui confronte, il me semble, Darius à Alexandre, et on a les plans de cette bataille, la logique de cette bataille. Et Badiou en fait une œuvre. Il dit la stratégie d'Alexandre à ce moment-là est de l'ordre d'une œuvre, comme les poètes produisent des œuvres, et comme les grands politiques, les grands stratèges produisent des œuvres. Là, la bataille est une œuvre, une construction rationnelle de l'esprit. Il parle même d'un transcendantal, d'une remontée au transcendantal de la situation, du monde de la bataille, et c'est cela l'esprit tactique, remonter aux conditions de possibilité de la bataille. Mais ce récit-là, sur lequel Badiou s'appuie pour théoriser autre chose par ailleurs, est-il si sûr? La bataille d'Alexandre a-t-elle été cette œuvre-là dont on nous parle? Eh bien, les historiens ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas certains que la bataille se soit réellement passée telle qu'elle a été rétrospectivement, historiquement racontée. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas de dire qu'il s'agit d'une fiction. Les stratagèmes, ou plutôt la grande stratégie alexandrine, à ce moment-là, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de dire que c'est une fiction ou un mythe. Ce qui nous intéresse, c'est de dire qu'est-ce que cela fait lorsque les stratèges futurs, comme Napoléon, se penchent sur la stratégie d'Alexandre et l'apprennent. Et ensuite mènent leur guerre en fonction d'un récit qui ne correspond pourtant pas, peut-être, à l'événement historique réel. Les stratagèmes, très souvent, en plus, un autre problème se pose, ils ont besoin évidemment de dissimulation, et donc ils ont besoin de fiction, ils ont besoin d'être dissimulés, ils ont besoin d'illusions. Il arrive alors que le stratagème donne de la réalité et de la consistance à une illusion. Car en se masquant derrière une illusion, il fait exister cette illusion du fait de son opération propre qui n'est pas de maintenir l'illusion, mais d'obtenir des effets autres. Autrement dit, la mystification qu'implique le stratagème, paradoxalement, dialectiquement, donne très souvent au mystifié et au mythe qui sert à la mystification une réalité dans le monde, une opérativité dans le monde. Je vais donner un exemple. Lorsque Hernán Cortés, nous rapporte Todorov dans La conquête de l'Amérique, lorsque Hernán Cortés laisse accroire aux Aztèques, aux Mexicains, qu'il est l'une des figures possibles du retour vengeur du dieu Quetzalcoatl, lorsqu'il propage cette rumeur, qu'il serait, lui, ce conquistador, en fait le retour, la réincarnation ou la manifestation de Quetzalcoatl, ou qu'il n'identifie pas lui-même, mais l'empereur d'Espagne sous cette figure, lorsqu'il fait ceci, il évidemment manipule à travers leur mythe les Aztèques et les Mexicains,
il sème la zizanie, le trouble, une forme de propagande, mais inversement, ne peut-on pas dire aussi que, ce faisant, il donne une réalité historique, il donne une consistance historique et événementielle à quelque chose qui pourtant est une croyance mythologique qui pourrait n'avoir aucune relation avec la réalité incarnée du monde. Bien entendu, il s'agit d'un stratagème et d'une ruse. Mais ce faisant, Quetzalcoatl n'existe-t-il pas un peu? Son retour n'est-il pas un peu réalisé à travers ce stratagème? Ce n'est qu'un exemple. Il y a bien évidemment des débats historiques et historiographiques profonds. Je renvoie à Camilla Townsend, qui a récapitulé que peut-être Hernán Cortés n'avait pas pratiqué ce stratagème et que peut-être l'identification par les Indiens d'Hernán Cortés à Quetzalcoatl était marginale, voire rétrospective. Ce n'est pas ça qui nous intéresse pour l'instant. Tantôt, donc, on donne des exemples de stratagèmes inexistants, fictifs, inventés, à des chefs de guerre bien réels, comme lorsque Paulien dit que Dionysos a utilisé le stratagème que j'ai décrit en introduction pour conquérir l'Inde. Évidemment, c'est une fiction. Et pourtant, il dédie ce livre à Marc Aurèle, qui n'est pas une fiction, qui est un vrai chef de guerre. Tantôt, au contraire, on fait usage de fiction. On fait usage de fiction pour dissimuler les stratagèmes, d'illusions, de mensonges ou de mythes. On fait l'usage de fiction, qui, parce qu'ils doivent s'opérer et se réaliser via les stratagèmes, deviennent, en un sens, pratiquement vrais. Les stratagèmes sont ce qui rendent pratiquement vraies des illusions, du fait qu'ils doivent opérer dissimulés sous des illusions. Troisième sous-problème, et on s'arrêtera là pour la présentation aujourd'hui, présentation générale qui doit mener à un travail collectif. Le troisième sous-problème, c'est celui de la classification des stratagèmes. Il est extrêmement dur de trouver un principe cohérent et uniforme, univoque, pour classer les différents stratagèmes. D'abord parce que les typologies de stratagèmes, les classifications de stratagèmes existantes, elles sont très changeantes. Paulien, c'est tout simplement une rhapsodie de stratagèmes mis dans un ordre alphabétique, puisque c'est les stratagèmes faits par telle personne, puis telle personne, puis telle personne, dans l'ordre alphabétique. Donc il n'y a pas de réelle classification de stratagèmes, même si on peut trouver une stratégie d'écriture et une stratégie de mise en place du propos. Chez Frontin, les stratagèmes sont classés souvent par ordre d'efficacité, par fonction, les stratagèmes dédiés à la fuite, les stratagèmes pour la prise des villes, etc. etc. Chez Anfeitze, les stratagèmes connaissent multiples classifications. Parfois, ce sont des techniques qui sont rassemblées dans une série d'anecdotes et d'écrits. Parfois, c'est simplement en fonction de grands éléments utiles pour l'Empire. Bref, sans entrer dans le détail de ce problème-ci, on va avoir un problème dans la production d'une grande encyclopédie des stratagèmes ou d'une grande base de données des stratagèmes pour trouver un principe de classification et de hiérarchisation. À mon sens, ce qu'il faudrait chercher, et je conclurai là-dessus, c'est un principe de sophistication croissante. C'est-à-dire un principe d'implication réciproque de sous-stratagèmes dans des stratagèmes supérieurs. Non pas supérieurs parce qu'ils seraient plus efficaces, mais supérieurs simplement parce qu'ils ont besoin pour fonctionner que soit présupposé un certain nombre d'autres stratagèmes plus anciens, et qui ne sont pas nécessairement rustiques, rudimentaires ou plus simples, car il ne s'agit pas d'une logique de complexité, mais plus sophistiquée ou moins sophistiquée. L'idée de sophistication, c'est un concept auquel je tiens, que je voudrais confronter au concept, par exemple, de progrès. Souvent, on pense le progrès comme un processus de civilisation, où la complexification de nos rapports serait synonyme de civilité, de civilisation, cela associé à la question urbaine, l'extension du phénomène urbain, qui passe par des manuels, souvent, de savoir-faire. Et là, je pense bien sûr, évidemment, à Norbert Elias. Processus, sociologie processuelle de la civilisation. À mon sens, ce problème cache une mystification qui est celle du progrès, qui est une illusion, qui va dire que le processus de civilisation, au fond, est justifié par lui-même
du fait qu'en tant que processus de civilisation, il s'accompagne d'un progrès. Donc une amélioration générale de l'existence humaine dans toutes ses dimensions. À mon sens, si on veut un concept critique et intéressant qui nous permet de penser des évolutions, des transformations historiques et des dynamiques nouvelles, qui ne soit pas imprégné du fantasme du progrès, mais qui soit capable néanmoins de penser des complexifications croissantes, des enchaînements de présuppositions, d'éléments nouveaux entre eux, il faut utiliser le concept non pas de civilisation, mais le concept de sophistication. Pour au moins 3 raisons. La première, c'est que le mot sophistication veut dire à la fois quelque chose de sophistiqué au sens de superflu. Les gens qui sont sophistiqués sont des gens qui ne sont pas simples. Il y a donc quelque chose de l'ordre de l'inessentiel, du superflu, et en même temps quelque chose de l'ordre d'une complexification pratique qui s'accompagne quand même d'un élément de type rationnel, puisque la sophistication comprend étymologiquement le mot sophisme, sophos, qui implique une certaine sagesse, une certaine rationalité. Enfin, troisième raison, et la plus évidente après tout ce qu'on a dit, c'est que sophistication dérive de sophos, mais il dérive aussi de sophismos, c'est-à-dire qu'il dérive d'une question qui n'est pas encore tranchée, qui est de savoir si le processus de sophistication, il est rationnel au sens de la sagesse philosophique, ou si il est sophistique au sens d'un processus de complexification qui se fout de la question du vrai et du juste. Donc, pour achever cet exposé, cette conférence, nous dirons simplement que la recherche sur les stratagèmes pose un certain nombre de problèmes que nous avons énumérés, et elle doit s'inscrire dans des recherches, des processus, ou plutôt des opérations intentionnelles, dissimulées, des stratagèmes, de sophistication du monde. Si on veut penser l'histoire, dans ces différents rapports, garder un élément de type déterministe, sans pour autant que ce déterminisme soit absolutisé dans une philosophie de l'histoire nécessaire et univoque, il faut penser la série indéfinie des stratagèmes qui apparaissent de manière événementielle et conjoncturelle dans l'histoire, leur retour qui les rendent des éléments peut-être invariants de l'expérience historique, et leur sophistication parfois croissante, en se complexifiant, qui explique que nous ne vivons pas comme des chasseurs-cueilleurs, mais depuis les processus de néolithisation, dans des formes qui aujourd'hui, depuis 2008, ont été actées comme étant les formes urbaines majoritaires. Depuis 2008, nous vivons en ville, toute l'humanité vit en ville de manière absolument majoritaire et écrasante. C'est ça qu'il faut expliquer, et non pas par des processus immanents anonymes, mais par des stratagèmes. Merci pour votre écoute.